Bien, bonjour à tous. Alors, merci de votre présence. Je vois que vous êtes près de 50 à être connectés aujourd'hui, donc nous sommes contents. Effectivement, on se retrouve aujourd'hui pour une webconférence dédiée finalement à un classique, puisque c'est la 6e édition de ce guide de choix des LMS, qui est chaque année travaillé par Noria du cabinet NL Associés et Jean-Luc Pevrier de Stratis, et qui, dans cette 6e édition, finalement, a fait appel à un nombre de contributeurs un peu plus important et pour lequel aussi se sont adossés à un groupe utilisateur. Je crois qu'ils nous en parleront en détail. Et donc, on va voir donc effectivement le groupe, la démarche, les plateformes, les différentes nouveautés et les tendances, en fait. Sachant qu'en fait, cette présentation a été faite, comme chaque année, au Learning Expo, qui a eu lieu très récemment à Paris. Voilà, donc nous allons commencer. Je vais passer la parole à Noria qui va nous représenter nous introduire le sujet. En fait, vous pouvez poser des questions dans le chat. Donc, on va les relever au fur et à mesure. On va garder un petit temps à la fin pour les passer. Si au fil de l'eau, je vois une question qui se rapporte directement au sujet qu'on est en train d'exposer, je me permettrai de la poser directement à l'auditeur, enfin à l'orateur ou à l'oratrice. Voilà. Allez, on y va. À toi, Noria. Oui, concernant cette édition 2020, en fait, on a réuni un groupe de travail comme chaque année, sachant que certains membres ont été plus actifs que d'autres. Et donc là, on tenait à remercier tous ceux qui ont participé à la publication de ce guide de façon très active, parce qu'en général, entre le moment où on reçoit les réponses des éditeurs en décembre et la publication fin janvier du guide, ça nous demande une bonne coordination, une bonne réactivité. Donc on tenait à remercier les différentes personnes qui sont mentionnées là sur la page 2. Et donc cette année, effectivement, comme tu le disais Loïc, on a pu mettre en œuvre un certain nombre d'évolutions, parce que comme vous l'avez vu, c'est la 6e édition du guide. Chaque année, vous êtes un grand nombre à le télécharger. On voit que ça répond à un vrai besoin d'information sur les plateformes LMS. Et donc, effectivement, on a fait évoluer un certain nombre de choses, tant sur le fond que sur la forme. Donc, je ne sais pas si tu peux passer, Loïc, à la page suivante où on va pouvoir un petit peu mieux détailler. Ah oui, peut-être qu'avant de présenter le guide, on peut également faire une petite présentation pour ceux qui connaîtraient moins le FOD. Donc là, je ne sais pas si c'est toi, Loïc, ou Aurélia. En fait, au sein du FOD, donc... On ne t'entend pas, enfin moi je ne t'entends pas. Oui, excusez-moi. Oui, Loïc, il faudrait que vous rapprochiez votre micro pour qu'on vous entende distinctement. Tout à l'heure, c'était très bien. Et là, voilà, si vous pouvez vous rapprocher. Excusez-moi, c'est mieux là. Ça doit être mieux. Depuis plus de 25 ans, le FOD travaille sur finalement la digitalisation des formations, mais pas que, sur les aspects techniques, juridiques, réglementaires, traçabilité ou qualité en fait. Et donc, à travers différents groupes de travaux animés par diverses personnes, on sort donc différents livres blancs. Donc là, vous en avez un petit aperçu à travers les 4 derniers sur lesquels nous avons travaillé récemment. Et ce sont des livres blancs qui sont effectivement issus de groupes de travail auxquels vous pouvez vous joindre si vous souhaitez contribuer finalement à apporter votre vision du marché sur ces sujets. Et donc effectivement, comme on l'a dit, à chaque fois, chaque année, on essaie de faire un focus également sur des thématiques qui sont d'actualité. Donc là, tant sur le fond que sur la forme, on a souhaité mettre en place un certain nombre d'évolutions. Avec la réforme qui a eu lieu en 2019, il nous semblait vraiment important de faire un petit point sur comment attester la réalisation de l'action de formation. On a également souhaité aborder, comme on avait un certain nombre de questions entre LCMS, outils auteur, LMS, est-ce qu'on peut se suffire ou juste s'équiper d'une plateforme LMS et ne pas prendre d'outils auteurs. On avait souhaité également faire une petite rubrique sur les outils auteurs. Donc ça, Thomas pourra compléter. Et puis, il nous semblait important, donc ça c'était sur une proposition d'Isabelle, de faire également un focus sur tous les aspects juridiques, parce qu'en formation, comme parfois en communication, on se rend compte que les personnes ne connaissent pas forcément très bien le droit de la propriété intellectuelle et qu'on est parfois amené à réutiliser des images qu'on trouve sur Internet ou autres. Donc, il nous semblait important également de faire un petit focus sur la gestion des contenus, la création de contenu et la propriété intellectuelle.
Et puis enfin, toujours également lié à la réforme de la formation professionnelle qui met bien en avant la formation en situation de travail, on souhaitait effectivement voir un petit peu quelle pouvait être la place d'une plateforme LMS dans ce type de parcours à FEST. Voilà. Donc sur la forme, je vais laisser également Thomas, mais surtout Thomas, n'hésite pas à compléter sur la partie outil auteur et puis le questionnaire éditeur qui a bien évolué. Grâce à vous. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Du coup, Oui. peut-être que... C'est parfait Thomas, on vous entend. Ouais, on va peut-être commencer par... Je vais commencer sur la partie questionnaire en ligne. Une des remarques qu'on avait était la pluralité des réponses et le temps de dépouillement des réponses qui était un travail soumis à échéance puisqu'il y a une date de parution qui est souvent au salon e-learning technologies. Du coup, on avait cette réflexion sur comment améliorer le processus et le rendre plus fiable. Et donc, on a cette année, pour la première fois, utilisé un moteur de questionnaire en ligne qu'on a créé, qui nous a permis de poser la question sous un format commun à tous les éditeurs et uniformiser le type de réponse. Ça a permis deux choses d'un point de vue qualité. D'une part, un processus qui est beaucoup plus fiable et qui a été beaucoup plus uniforme qu'auparavant, puisqu'il y a beaucoup moins de réponses ouvertes et donc de libre interprétation, puisqu'il y a des questions qui sont très fermées. Ça a permis notamment d'être beaucoup plus sensible aux notions d'options. On est sur de la partie propriétaire, sur beaucoup d'offres qui sont très packagées, mais pour lesquelles beaucoup d'éditeurs permettent des options. C'est-à-dire que oui, on peut faire cette fonctionnalité-là si on nous demande, et malheureusement, ce type d'options sont souvent coûteuses et mal présentées auprès du client, et donc le client a l'impression qu'on peut avoir cette fonctionnalité-là dans le package de base, mais on se retrouve avec des offres qui sont très chères et pas accessibles. Donc, ça nous permet aussi de détecter les options qui étaient faites sur mesure, qui sont donc pas livrées par les LMS telles quelles, pardon. Et surtout, ça nous a permis de traiter tout le monde sur un pied d'égalité, puisqu'on a aussi dans le dépouillement, vu qu'on avait toutes les informations de la même façon présentées sur des fichiers Excel et normalisées, on a pu tous s'occuper de parties plutôt que de s'attribuer à chacun un LMS. On a pu s'attribuer des parties et réfléchir au positionnement de chaque LMS les uns par rapport aux autres. Très concrètement, pour la partie pédagogie, on peut voir tous les formats pris en compte par tous les LMS et on peut se rendre compte que certains LMS prennent en compte tous les formats existants et apportent même des éléments à l'aide à la création de contenu, alors que d'autres sont compatibles qu'avec quelques standards et certains ne respectent même pas certains standards de l'industrie, ce qui nous a permis d'avoir une notation qui est un petit peu plus juste puisqu'on avait une vision globale du marché en quelques lignes plutôt que de se cantonner à quelques éditeurs dans les déploiements précédents. Donc voilà pour la partie au maniement en ligne. Il y a peut-être des points sur lesquels vous voulez insister, Noria et Loïc, mais je pense que c'était sur le processus de collecte d'informations et de restitution, c'est essentiellement les grands changements. Mm-hmm. Est-ce que vous voulez qu'on passe sur les outils auteurs, pardon, Si tu veux en dire un mot, là, oui. Oui, ça peut peut-être être intéressant de faire un donc rappel les outils auteurs, la est... discussion qu'il y a eu, c'est on parle beaucoup de LMS, bien évidemment, dans le guide sur les LMS. Le LMS, c'est avant tout un outil qui permet de jouer un contenu pédagogique, et il y a plusieurs façons d'obtenir ces contenus pédagogiques. Il y a plusieurs méthodes pour le créer, et il y a plusieurs paramètres à prendre en compte lorsqu'on veut le faire. Aujourd'hui, les LMS, pour la plupart, sont des LCMS. Ils permettent de créer le contenu au sein même de l'interface qu'ils proposent. Donc, quand vous achetez un LMS, vous avez accès à une plateforme web sur laquelle vous pouvez créer des contenus et un parcours pédagogique et commencer à former vos apprenants avec une prise en main qui est relativement simple. Néanmoins, vous êtes souvent limité et il y a pas mal de facteurs à prendre en compte, notamment la propriété intellectuelle de ces contenus et surtout leur extractibilité. C'est-à-dire que même si vous êtes propriétaire du contenu que vous avez créé dans votre LMS, à quel point vous êtes capable de le récupérer
lorsque dans 5 ans, votre formation est toujours d'actualité, mais vous voulez changer de LMS parce que vos besoins évoluent et il vous faut une nouvelle plateforme. Donc c'est un des premiers points. Autre point, qu'est-ce qui se passe quand vous voulez aller un petit peu plus loin dans la pédagogie? Insérer des mini-jeux, insérer des tests un petit peu différents, collecter des informations différentes sur le parcours d'apprentissage. Vous allez à nouveau être confronté à potentiellement des limites des éditeurs intégrés. Et donc, il y a toute une famille d'outils auteurs qui sont des outils spécialistes, qui sont des logiciels entièrement à part, qui existent. Il y en a plusieurs familles. Il y en a qui sont spécialistes, qui vont être plutôt sur un type de contenu, typiquement l'édition vidéo interactive, ou l'édition de format court de micro-learning, ou l'édition de format mobile. Donc, ces outils-là sont spécialistes sur ce type d'usage. D'autres sont plutôt polyvalents. Ils vont vous permettre de faire un petit peu de tout. Il y a la notion de complexité de prise en main pour voir certains logiciels comme Storyline, où il y a même des notions parfois de code, d'événements JavaScript, donc des choses un petit peu plus évoluées. Donc, à quel point vous êtes prêt et vous avez les compétences pour utiliser ce type d'outil-là, à quel point ceci vous propose aussi un support technique et humain, parce que quand vous allez être perdu face à l'utilisation de l'outil, qu'est-ce qu'il y a comme formation accessible? De la même façon qu'un LMS, il faut le prendre en main. Un outil auteur, il faut aussi prendre la main, c'est aussi des compétences. Noria peut en attester, c'est des allers-retours sur des paquets pédagogiques, c'est quelque chose qui arrive très souvent avec le client et même avec les intégrateurs. Donc il y a une forme de barrière à l'entrée à ce niveau-là qu'il faut prendre en compte. Et ce sont les points principaux. La compatibilité aussi, si vous avez un parc informatique, par exemple, qui est Apple, certains, pour pas les citer, certains logiciels ne fonctionneront pas aussi bien ou pas bien. Donc voilà, donc dans les grandes lignes, et si, pardon, un élément que j'ai oublié, c'est qu'il y a aussi de nouveaux arrivants. On retrouve des éditeurs en ligne. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des clients logiciels à installer, donc vous avez un package que vous installez sur vos ordinateurs, vous vous retrouvez avec des plateformes web pour éditer. Et elles apportent deux innovations. D'une part, des contenus qui sont parfois hébergés directement sur leur plateforme et vous faites que des liens depuis l'LMS. Alors, sans rentrer dans la partie trop technique, parce que je peux vite partir dans le technique et perdre un peu le fil. Dans l'idée, c'est que plutôt que d'avoir le contenu qui vous est livré et remis, que ce soit par email ou bref, livré et vous avez le contenu en propre, le contenu reste hébergé sur la plateforme sur laquelle vous l'avez créé. Donc ça peut être un petit peu, même si vous avez les droits théoriques d'exploitation et vous avez accès à ce contenu-là, à cette propriété intellectuelle, qu'est-ce qui se passe si le logiciel ferme? Est-ce que vous pouvez le récupérer? Comment vous le récupérez si la société éditrice ferme? Si le contenu est 100% chez eux, ça peut être une question que vous pouvez poser, qu'il faut vous poser à mon avis. Mais ça permet d'une intégration parfois plus simple parce qu'il suffit juste de copier-coller un lien dans votre parcours pédagogique pour y accéder. Le deuxième point, par contre, c'est aussi sur la restitution de données. À partir du moment où les interactions se passent sur la plateforme de l'outil auteur, qui fait le reporting? Et si on veut garder le reporting sur son LMS pour des notions de conformité, que ce soit restitué au client final ou l'avoir en interne dans le cas d'un LMS inter-entreprise avec un reporting pour les services RH, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que la donnée est envoyée? Et comment est-ce qu'elle est envoyée? C'est aussi des questions que vous devez poser avant d'intégrer un outil auteur qui est externe. Donc voilà pour les principaux points sur les outils auteurs. Je compléterai en disant qu'il y a aussi la question de la confidentialité des contenus. Donc c'est vrai que si on intègre nos contenus sur une plateforme extérieure et si les contenus restent sur cette plateforme, nos contenus peuvent aussi éventuellement être dispersés. Enfin, il y a toujours un risque aussi en termes de confidentialité quand on travaille pour le secteur de l'armement, de la santé, où il y a des enjeux forts en propriété intellectuelle. C'est vrai que ça peut être délicat de travailler de cette manière-là. Je voulais aussi donner la parole à Isabelle qui est arrivée et qui peut intervenir sur la partie propriété intellectuelle. Comme c'est toi, Isabelle, qui avait vraiment souhaité faire ce focus, j'aimerais que tu partages quelques mots avec nous. Oui, je voulais m'assurer que vous m'entendiez bien. Oui, très bien. Oui, alors merci de me donner la parole. Bah, effectivement, en complément de l'aspect développé par Thomas, on s'est tout de suite dit qu'à partir du moment où on mettait un lien vers une réflexion sur la création de contenu, il fallait aussi donner quelques pistes de réflexion
sur comment on partage ces contenus ou bien comment on intègre dans des contenus de formation d'autres contenus déjà existants. Et ça, c'est tout l'enjeu du Code de la propriété intellectuelle qui marche donc dans deux sens. Qu'est-ce que j'ai le droit de réutiliser ou d'exploiter quand je suis concepteur de contenu ou bien quand je suis responsable de la conception des contenus. Jusqu'où va la responsabilité d'une organisation là-dessus. Et puis, d'autre part, par rapport aux contenus qui sont créés, comment je les mets à disposition et quel droit d'accès je donne à ceux qui seraient intéressés pour les réutiliser à leur tour. Donc il y a plusieurs outils qui existent. Il y a le droit français qui encadre le code de la propriété intellectuelle. Il y a aussi ce qu'on trouve beaucoup plus utilisé aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les Creative Commons, les licences de partage pour tout ce qui est la création en ligne. Donc vous trouverez dans l'édition 2020 les liens pour pouvoir aller chercher toutes ces informations liées aux Creative Commons. Et puis, il y a eu très récemment une publication d'une nouvelle directive européenne sur le droit d'auteur qui est sortie le 24 mai 2019 et qui donne aux États membres jusqu'au 7 juin 2021 pour la transcrire dans leur droit national. Donc le Code de la propriété intellectuelle français, qui est très protecteur à l'égard des auteurs, risque d'évoluer en conformité en fait avec la directive issue du Parlement européen, donc qui date de mai 2019. Voilà. Voilà ce que je voulais juste ajouter. Et en ce qui concerne effectivement le travail sur le questionnaire éditeur qui a été complètement remanié et mis en ligne, oui, j'abonde tout à fait dans le sens de Thomas, à savoir que ça nous a permis déjà en amont de beaucoup mieux réfléchir aux questions et aux thématiques de questions qu'on allait aborder. Ça nous a permis vraiment de regrouper toutes les micro-questions par des thématiques qui nous permettent de dégager véritablement des tendances sur, par exemple, en pédagogie, l'individualisation ou en ergonomie, la gamification, etc. Et puis, effectivement, le fait qu'on ait pris le temps de dépouiller selon nos champs, on va dire, d'expertise respectifs, l'ensemble des plateformes, ça nous a permis d'avoir une vue comparative beaucoup plus complète, et puis de pouvoir coter jusqu'à est-ce que c'est mis à disposition dans l'accès en full access ou est-ce que c'est sur option ou est-ce que c'est sur mesure, qui permet quelquefois de coter complètement différemment certaines réponses. Voilà ce que je voulais ajouter pour ma part, et puis je suis encore ravie de collaborer à ce guide qui permet tous les ans d'apporter de nouvelles contributions et de vraies améliorations. Un petit passage du coup sur les plateformes en question. Voilà, sur les plateformes propriétaires. Oui, donc comme chaque année, on a reçu beaucoup de demandes en fait pour qu'on puisse étudier les différentes plateformes. Et donc effectivement, on s'est réunis à plusieurs reprises pour tenir compte à la fois de critères, enfin en tout cas bien définir les critères de choix qui nous vont amener à retenir. Je compte en même temps, il y a une quinzaine d'éditeurs qui ont été retenus, sachant qu'on souhaitait à la fois mettre en avant certaines plateformes un peu plus jeunes, et puis également les plateformes qui nous semblent les plus pérennes et les plus on va dire, les plus solides. Donc vous les reconnaîtrez, vous les connaissez sans doute toutes. Peut-être pas les tout premiers comme One Day, One Learn ou XQ, alors je ne me souviens plus du nom exact de l'éditeur, mais voilà, on a souhaité aussi mettre en avant des solutions un peu plus récentes, parce que ce seront peut-être des solutions qui seront pérennes sur du long terme et qui nous permettront de mettre en avant également de nouvelles fonctionnalités ou de nouvelles approches pédagogiques. N'hésitez pas à compléter, Thomas et Isabelle. Non, j'ai rien ajouté pour le coup. Je crois qu'il manque quelques logos, peut-être. Je vois pas 360 Learning, donc c'est pas exhaustif, mais pour le coup, je pense que
Mais non, pour le Oui, coup, ouais, effectivement. euh, avec cette contrainte qui est et on l'a bien vu par rapport quand on regarde tout le marché, il y a des éditeurs qui étaient vraiment en dessous des standards que ces éditeurs-là pouvaient poser. Et donc, il y en a qui n'ont pas été mentionnés parce qu'ils étaient peut-être pas encore au même stade de maturité et que les faire figurer dans le guide pouvait à la fois les desservir et desservir le lecteur final euh, qui aurait eu comment dire, un LMS qui n'a pas le même degré de maturité et le même niveau de finition que ce que ces acteurs-là peuvent produire. Je vais vous relayer tout de suite une question là qui arrive dans le chat en fait. Vous poser maintenant finalement. Ces gens qui nous demandent finalement est-ce qu'il y a une tendance à la hausse, à la baisse ou est-ce que le nombre de LMS est à peu près stable finalement depuis 5-6 ans en fait. Sort. Aurillac a le recul. Le marché est plutôt croissant parce que, comme je le disais, là, on a mis en avant deux ou trois nouvelles plateformes, enfin nouvelles, en tout cas récentes. Mais c'est vrai qu'on en voit fleurir chaque année, donc c'est plutôt un marché croissant. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des infrastructures, il y a aussi une certaine concentration des outils où on va retrouver des propriétaires d'outils SIRH qui vont aussi faire l'acquisition de plateformes LMS. On a l'exemple de Talentsoft par exemple. Donc après voilà, c'est des partis pris qui vont être différents mais qui vont permettre à la fois d'avoir des gros acteurs avec des solutions globales et puis d'autres qui vont se positionner sur des approches de formation à distance un petit peu plus originales avec des fonctionnalités un petit peu différentes. On a deux questions là, sur des plateformes d'ailleurs que je découvre en fait, RiseUp et Digiformat en fait. Vous avez sollicité ou pas? Après, enfin, moi de mon côté, je n'ai pas forcément envie de commenter plateforme par plateforme les différentes fonctionnalités, puisqu'on n'est pas là pour détailler un petit peu ce qui nous a conduit à faire ces choix-là. Donc effectivement, ces plateformes, en tout cas RiseUp avait postulé. Voilà, après, il y a différents. Peut-être que RiseUp d'ailleurs y est, mais n'est pas sur cette slide. Enfin, voilà, il faudrait vérifier, mais en tout cas, c'est des solutions qu'on connaît bien également. Et Moodle, je vois une question aussi, Moodle ne figure pas entre les éditeurs, Voilà. donc Moodle n'est pas une solution portée par une société, c'est pour ça qu'on ne la trouve pas dans la partie plateforme propriétaire. Par contre, dans le guide, vous verrez bien une autre partie dédiée aux plateformes open source et Moodle en fait partie, bien sûr. Peut-être une précision aussi concernant OpenEDX qu'on ne trouvera pas aujourd'hui dans le guide, mais c'est pas parce que la solution n'est pas bonne, mais c'est simplement parce que Jean-Luc et son groupe de travail en fait n'ont pas pu comparer sur les mêmes critères OpenEDX avec les autres plateformes qui figurent ici. Je ne sais pas si Thomas, toi tu voulais Non, ouais, compléter. enfin, je vais parler un petit peu pour Jean-Luc, donc sous son non-contrôle, donc si jamais il y a des inaptitudes, c'est entièrement de ma faute. Ce qui s'est passé pour OpenEDX, c'est que c'est une plateforme qui est assez complexe à mettre en place, comparée je connais bien pour le coup, pour les avoir implémentés, Shamilo, Moodle et WordPress LearnDash. Ces plateformes-là sont assez simples à déployer et à tester. OpenEDX requiert une infrastructure qui est un petit peu plus complexe. Il y a plein de microservices à déployer, donc c'est un travail qui est un peu plus difficile. Et il a été dur pour le groupe open source, géré par Jean-Luc, de trouver des personnes capables de faire un test complet des nouvelles versions cette année. Et ce qui implique que la plateforme aurait été jugée sur l'ancien benchmark avec les anciens critères. La différence, en gros, il y aura eu une vraie divergence sur la façon dont déjà l'application est notée, et en plus même les critères et leur niveau de notation. Donc il y aura une fiche complètement différente, et le choix a été fait du coup de ne pas faire figurer OpenEDX, qui reste une plateforme active, qui reste une plateforme avec une certaine communauté derrière, et un produit tout à fait viable, si ce n'est techniquement difficile, enfin, beaucoup plus compliqué à déployer que ses compères. Est-ce qu'on passe aux tendances?
si tu veux. Donc là, effectivement, on a souhaité mettre en avant 4 grandes tendances sur l'année. Donc, c'est comme on le disait, hein, l'émergence de nouvelles plateformes propriétaires. Chaque année, on en voit de nouvelles et qui apportent un éclairage et un point de vue souvent inédit avec des fonctionnalités ou une ergonomie qui peuvent être différentes. Comme le disait Isabelle, donc là d'ailleurs Isabelle, je te passerai la parole, sur l'individualisation, effectivement on voit que en 6 ans on a vraiment vu l'évolution des différentes plateformes qui offrent aujourd'hui des fonctionnalités permettant de développer l'individualisation et de prévoir des parcours qui vont tenir compte et s'adapter au niveau, au profil de chacun. Isabelle, si tu veux intervenir justement. Isabelle a coupé son micro. Si tu peux remettre ton micro, Isabelle. Au cas où. Alors Isabelle, il faut taper donc dièse, étoile, dièse 6 sur votre micro pour réouvrir votre micro. Parce que là, vous l'avez mis en silence. Donc tapez sur le clavier de votre téléphone dièse 6 pour réouvrir votre micro. Alors, je vais voir si je peux vous remettre le micro. Voilà, Isabelle, normalement, on doit vous entendre. Ah, je crois qu'Isabelle nous avait mis en silence parce qu'elle était en communication. Isabelle, vous nous entendez? Isabelle? Oui, je vous entends. Entendez? Oh, voilà. Lauria, vous passez la parole. Voilà. Donc, je vous laisse prendre la parole. Voilà, merci. Un petit problème de micro. Oui, sur l'individualisation, on a effectivement fait sur les plateformes auteurs, hein, encore une fois, on a fait un focus sur la possibilité déjà de personnaliser tout ce qui était création de contenu, sur la possibilité dans les activités de positionnement et d'évaluation de paramétrer le plus possible les barèmes, les temps, les banques de questions, les résultats, etc., pour avoir des panels d'évaluation les plus variés et adaptables possibles au profil des groupes et des situations. Mais on a évidemment fait tout un questionnement autour des modalités de prescription qui permettent l'individualisation en termes de parcours, en termes de contenu, en termes d'orientation automatique suite au positionnement ou en termes d'orientation automatique suite à des réussites en cours de formation avec des contenus conditionnels. Donc ceux qui se sont frottés au questionnaire ont pu voir énormément de questions autour de ça, sans oublier qu'on a également bien regroupé toutes les questions sur les modalités de suivi, d'accompagnement et du tutorat qui, au-delà des possibilités d'individualisation permises par la machine, permettent aussi au facteur humain de pouvoir personnaliser et puis faciliter le contact avec l'apprenant. Peut-être pour répondre en partie à une des questions qui était tombée sur le chat, qui disait quels sont les critères utilisés pour les choix des éditeurs. Noria un petit peu et Thomas ont un petit peu évoqué le fait qu'effectivement certains éditeurs ne nous semblaient pas assez matures pour pouvoir accéder au guide sans être disqualifiés par rapport à d'autres plateformes, notamment sur ces questions d'individualisation. C'était notamment un signe de maturité et d'une plateforme qui ne serait pas qu'un outil de partage de documents, mais véritablement un outil de formation et un outil de personnalisation des parcours et des apprentissages. Donc le troisième point, la troisième tendance qu'on a vu également émerger, c'est l'entrée de l'IA, donc de l'intelligence artificielle. Cornerstone, notamment, où Learning Technologies a fait son annonce en disant qu'ils avaient acquis une solution
IA. Donc voilà, il y a beaucoup de bruit, en tout cas d'annonces qui sont émises. Après, reste à voir un petit peu ce que va apporter l'IA au sein des plateformes. On est quand même au balbutiement. Donc après, il faut créer des usages et voir un petit peu comment on peut adapter. Ça pourrait être lié de toute façon à la partie individualisation, à ce qu'on appelle l'adaptive learning. Mais pour notre part, c'est vrai ça reste quand même, on est au niveau des balbutiements. Il n'y a pas encore de vrais usages partagés, homogènes sur toutes les plateformes avec cette IA. N'hésitez pas à compléter. Je dirais qu'il y a le terme IA a un Isabelle. côté marketing fort. Aujourd'hui, tout le monde en parle, on en parle dans beaucoup de secteurs. C'est une technologie qui commence à avoir un impact dans d'autres secteurs. Dans l'e-learning, l'usage le plus prometteur, je dirais effectivement l'adaptive learning, donc l'individualisation. La promesse serait de réduire les temps de formation et d'améliorer le parcours de formation pour une plus grande efficacité, une plus grande rétention de l'information. Aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes qui parlent d'IA et qui l'emploient sous forme de chatbot, qui a effectivement des éléments d'IA, mais qui servent peu la pédagogie. Ou d'autres qui parlent de notions de répétition espacée. Certes, dans certains cas, ils utilisent des algorithmes un petit peu évolués. On est quand même très loin de l'IA et des promesses en adaptive learning qui reviendraient à prendre toutes les données comportementales en formation, en parcours de formation, comme on peut le retrouver sur des nouveaux standards comme TinCan, qui donnent beaucoup d'informations sur ce qui se passe dans le processus d'apprentissage, quel slide il a vu, comment l'apprenant s'est comporté face à tel exercice, et individualiser sa formation, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il a déjà des notions, l'apprenant a déjà des notions sur les prérequis nécessaires et lui faire passer au chapitre suivant parce que on va pas lui faire rabâcher un chapitre qu'il connaît déjà. C'est un petit peu les promesses. Aujourd'hui, c'est encore très peu utilisé et dans les LMS qu'on a vus, ça n'a pas été une fonctionnalité qui a été mise spécialement en avant, donc je ne pense pas que ce soit une fonctionnalité qui soit en production aujourd'hui. Mais très clairement, affaire à suivre. Par contre, du coup, j'ai envie de poser une question complémentaire, Thomas, là tout de suite. Par contre, est-ce que les plateformes examinées, que ce soit propriétaires ou open source, intègrent tout un mécanisme de collecte de ces données? Ça dépend des. Alors le reporting, c'est un des critères qui a été évalué dans le benchmark. Il y a des standards qui existent, comme donc, SCORM, prenons SCORM ou TinCan, ce sont des standards qui permettent de remonter de la donnée. Ce qu'en fait la plateforme, j'ai envie de dire libre à elle. Après, il y a des standards et maintenant aujourd'hui des normes qui imposent une certaine quantité de données et certaines informations pour que l'information soit certifiante, par exemple. Donc, la donnée est utilisée. La plupart du temps, les grosses plateformes font un reporting qui est quand même assez exhaustif sur le temps passé en formation, sur les quiz qui ont été validés ou non. De là à utiliser toutes les actions qui sont remontées par quelque chose comme TinCan, par exemple, qui va jusqu'à dire qu'on a vu tel slide ou qu'on a... parce qu'on peut vraiment mettre un nombre d'éléments de formation assez conséquent. Non, aujourd'hui, on a clairement dans une situation où on peut remonter plus de données qu'il n'est nécessaire. Après, toutes les plateformes n'en font pas usage, toutes les plateformes ne prennent pas en compte toutes les données qui sont remontées. Et c'est bien qu'il y a des standards, c'est encore propre à beaucoup de plateformes. D'où le fait qu'il y ait un critère reporting qui a été noté et évalué par les équipes durant ce benchmark. D'ailleurs, si Isabelle ou Noria, vous avez des choses à ajouter sur cette section. De mon côté, non. Ça répond à votre question, Loïc? Oui, tout à fait. Merci. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on entend par plateforme de niche alors, du coup? C'est notre quatrième constat. Là, c'est ce qu'on voit, c'est l'émergence en fait de plateformes qui vont être plus spécialisées, donc sur des usages, par exemple en mobile learning. Cette année, on les a pas mises en avant dans le guide, mais sur l'édition 2019, on avait fait une petite sélection des différents outils qui permettent de diffuser
sur mobile, des plateformes des formations à distance. Donc après, voilà, on voit qu'il y a des usages qui sont assez spécifiques et qui permettent à certains éditeurs de proposer une solution clé en main sur ces niches, cette spécialité en fait. Donc c'est ça qui nous semble aussi intéressant, c'est que ces éditeurs restent sur leur segmentation, sur leur positionnement qui est un peu spécifique, et ils ne vont pas sur la partie un peu plus SIRH qui peut être complexe et qui peut du coup donner des interfaces, que ce soit côté administrateur ou côté apprenant, un peu plus complexes à utiliser. Alors du coup, on a une question sur toujours la normalisation. Effectivement, Tincan API est devenu SCORM X API, nous rappelle Eric, qui propose apparemment du LRS. Donc d'ailleurs, je ne sais pas trop connaissance de ce sujet-là. Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que c'est un concept qui pourrait intégrer au prochain guide? C'est une bonne question. Par rapport à ça. Bon, je ne vais pas me prononcer pour le prochain guide. Je pense que c'est encore c'est un usage qui est encore peut-être un petit peu différent. Juste pour introduire le concept rapidement, le LRS ou le Learning Record Score permet de centraliser toutes les données de formation. Et on arrive sur la formation qui est beaucoup plus vaste maintenant que juste des contenus mis sur un LMS. On peut aussi traquer d'autres actions de formation. Typiquement, prenons une formation pour apprendre à utiliser un logiciel interne d'entreprise comme un CRM. On peut avoir de la formation et donc suivre l'apprenant qui suit sa formation avec une espèce de cours magistral où on lui explique les différentes fonctionnalités, mais on peut aussi suivre ses actions dans le logiciel, et le logiciel va rapporter que la personne a commencé à faire usage de sa formation et à appliquer ce qu'il a vu. Et tout ça, plutôt que de le centraliser sur le LMS, parce qu'il y a des actions qui prennent part en dehors de la plateforme de formation du e-learning, l'information et la progression de l'apprenant est stockée sur un outil à part. C'est un microservice, enfin, c'est un service séparé plutôt, et on se retrouve du coup avec ces LRS. C'est un autre chantier applicatif encore par rapport au LMS. Aujourd'hui, la plupart des LMS sont assez intégrés et proposent le reporting, la distribution du parcours pédagogique et la restitution des données de formation. Est-ce que demain on va ajouter les LRS? D'une part, c'est une technologie assez récente et qui ne va pas se suffire elle-même toute seule, alors que le LMS, lui, est encore déployable tel quel. Donc je pense que c'est un peu tôt, mais après, ce n'est que mon avis. Noria et Isabelle, là-dessus, si vous avez des remarques ou des pistes. Oui, je confirme qu'en termes d'usage, effectivement, c'est un peu tôt, on en parle, on a envie de le mettre en place, mais après, déjà, ce que nous, on constate, en tout cas, c'est que côté client et entreprise ou organisme de formation, il y a beaucoup de données, mais finalement, assez peu de personnes les traitent ou les suivent de façon précise. Donc si déjà on exploitait bien les données qui sont disponibles dans les différentes plateformes, ce serait vraiment bien. Et effectivement, à terme, de pouvoir aussi suivre toutes ces données aussi sur la partie, par exemple pour un CRM, l'usage que réellement un apprenant fait en situation de travail, et là on rejoint aussi la FEST, ce serait vraiment très pertinent. Mais on est aux prémices là encore. Alors, en fait, je vais prendre 15 minutes après, je vais commencer à prendre d'autres questions qui sont arrivées dans le chat. Christine nous demande, ça rejoint un peu les typologies de données, qu'elles soient typologies de ressources, qu'elles soient internes ou externes. Peut-on intégrer la programmation HTML? Exemple, des jeux, en fait, si elle entend un mini site web quelque part, en fait. Comment ça s'intègre, en fait, que ce type de ressources HTML soit en interne de la plateforme? Est-ce que ça a été examiné dans Je vous entends un petit peu loin sur l'audio. Non, pas de souci. Donc du coup, j'ai vu la question sur le HTML. La plupart des LMS sont des plateformes web et sont assez compatibles avec l'intégration de contenu externe, notamment du HTML. Quand on parle de jeux, ça dépend. Parce que des jeux en HTML5, je dirais sur une plateforme moderne aujourd'hui, la plupart permettent l'intégration de HTML5. Maintenant, ça va vraiment au cas par cas, surtout s'il y a d'autres standards, notamment du Flash ou des choses comme ça, sur des jeux un peu plus anciens.
d'un point de vue technique, il y a quand même beaucoup de choses à vérifier. Donc c'est vraiment au cas par cas. Il y a beaucoup de plateformes LCMS qui permettent l'intégration de contenu HTML. Maintenant, on parle de contenu assez simple. On parle d'intégrer une vidéo grâce à des iframes, donc en gros des cadres qui vont jouer une partie d'un autre site web. Là, on peut peut-être avoir de l'interaction de type jeu, mais c'est vraiment quelque chose à vérifier au cas par cas et à demander à l'éditeur, parce que certains peuvent verrouiller certains types de contenu, d'autres peuvent être compatibles HTML, mais seulement s'il est généré en interne depuis leur éditeur de contenu. Et quand on parle d'HTML de leur côté, on parle essentiellement de texte, de quelques médias, peut-être de formulaires pour la notion de quiz, mais c'est quand même, c'est pas fait pour de l'hébergement de site web, à part WordPress qui est un petit peu à part dans la partie open source, qui lui à la base est un outil de contenu web. Est-ce que ça répond à la question sur l'HTML? Je pense, en fait. Et puis après, peut-être si je peux me permettre pour compléter, après il peut être intéressant d'utiliser pour le coup des éditeurs de contenu qui sont plus qui proposent de la gamification. J'en ai 2-3 en tête, et qui permettent effectivement d'exporter dans des formats intégrables sur une plateforme. C'est-à-dire, par exemple, en SCORM HTML5, et qui permettent d'avoir à la fois des contenus agencés avec des personnages, des mises en scène, des points, du lien avec des capacités, etc., des scènes, etc., qui sont tout à fait, qui proposent quelque chose type univers jeu et qui en même temps permettent, avec un export type SCORM, d'avoir une interopérabilité avec plusieurs LMS possibles. Et l'intérêt du SCORM, c'est vrai qu'on va aussi avoir des remontées de temps passé, de scores éventuellement. Donc, alors que si on intègre un jeu qu'on a produit avec d'autres outils, si éventuellement on peut l'intégrer dans la plateforme, il y a aussi la question du tracking et de savoir si les données liées au fait d'avoir joué ou d'avoir franchi un certain nombre d'étapes dans le jeu vont bien remonter aussi dans la plateforme. Donc, je vous rappelle que vous pouvez poser d'autres questions dans le chat. Là, pour l'instant, je crois qu'on les a à peu près balayées, en fait, Christine. Ça a bien répondu à sa question. Donc, en attendant une autre question, moi, il y en a une qui me vient là. En fait, on a vu finalement depuis le début de votre exposé un peu le lien un peu étroit et ténu entre les plateformes de gestion de contenu et les plateformes de création de contenu, en fait, les éditeurs. Et donc, du coup, aussi la diversité des ressources qu'on peut intégrer au sein de ces plateformes, qu'elles soient vidéo, interactives ou autres, en fait. Pour faire le lien, du coup, avec un autre livre blanc du FOD, en fait, on va dire, lors d'une enquête, perçu ou observé que près de 30% des entreprises et des organismes de formation utilisaient des ressources gratuites, donc a priori souvent externes. En fait, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pris en compte dans le guide ou qui est apparu? Comment vous avez perçu à la fois en termes d'intégration ou en termes de droit, de licence, etc. Avec ce qu'a dit Isabelle tout à l'heure. Là, voilà, la tendance des ressources gratuites, 30%. Comment ça interroge les plateformes? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir bien entendu. Tu parlais des ressources gratuites, c'est ça? Oui, les ressources gratuites externes, souvent, effectivement. Donc, de la curation de contenu, en fait. Oui. Là, par exemple, une vidéo qui va être à l'extérieur, qu'on met dans un parcours pédagogique, et qui est quelque part sur YouTube ou sur un autre média externe, ou par exemple un MOOC ou autre chose, en fait. Est-ce que vous avez examiné cet aspect des choses? Mais c'est vrai que nous, on voit que quand on accompagne nos clients sur la création de dispositifs sur mesure, dans les parcours de formation, il arrive qu'effectivement, nous-mêmes, on recommande, plutôt que de créer une ressource qui existerait déjà ailleurs et qui serait pertinente, plutôt que de la recréer de zéro et d'investir du temps et du budget, c'est effectivement d'identifier ces ressources à l'extérieur et puis ensuite de les éditorialiser, donc de bien expliquer ensuite quelle est l'intention, pourquoi on a mis à la disposition des apprenants cette ressource, quel est l'objectif, qu'est-ce qu'ils peuvent y trouver et de les positionner dans le parcours pour qu'elles prennent sens pour l'apprenant. Donc ça, c'est vrai que ça se développe énormément.
Après, c'est pas forcément adapté à tous les sujets. Il ne faut pas être sur des métiers trop spécifiques. Il faut des contenus assez généralistes. Mais effectivement, c'est intéressant de l'intégrer dans sa démarche pédagogique. Et puis, juste pour compléter, sous réserve aussi que les contenus soient libres de droit, de diffusion, de reproduction, de modification, le cas échéant. Bien sûr, merci de le rappeler. Là, je vais monter le micro, on m'entendrait peut-être mieux, excusez-moi. Donc, une autre question là posée par Jean, en fait, parce que ça a été abordé très rapidement au tout début. Là, est-ce que vous pouvez nous éclairer le lien entre la modalité AFEST et le LMS? Pour moi, c'est comme parler de formation en salle ou de LMS. En fait, la plateforme est un outil et la FEST est une modalité d'apprentissage, de formation, une action de formation. Donc après, c'est en situation de travail. Et l'enjeu, pourquoi on l'a intégré dans le guide cette année, c'est parce qu'on se disait qu'il était aussi important pour les entreprises de pouvoir suivre et tracer le temps passé en formation en situation de travail. Donc de valider que, par exemple, quand on est avec si un manager forme les gens de son équipe, qu'ils puissent avoir une tablette ou un appareil en fait, et que le fait d'avoir suivi cette formation en situation de travail avec un dispositif digital puisse être ensuite reporté directement dans la plateforme LMS pour attester de l'action de formation. Après, ça peut être aussi avec un QR code, on peut imaginer différentes modalités en fait de suivi, mais l'idée c'était vraiment de pouvoir attester de l'action de formation en situation de travail. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Jean. Je pense. Par contre, du coup, si on va plus loin par rapport à ce que tu viens d'évoquer, est-ce que du coup toutes les plateformes examinées prennent en compte finalement maintenant ces nouveaux périphériques d'apprentissage, enfin plutôt quel type de prise en compte par rapport à l'ordinateur fixe, la tablette, le smartphone, en fait, vous avez pu Non, constater pour par rapport à moi, ça. je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de tester et d'interroger les éditeurs parce qu'on voit Là aussi, il y a du déclaratif, donc des éditeurs vont dire que leur solution fonctionne très bien sur smartphone. Et puis en fait, quand on fait le test, on voit aussi certaines limites. Donc moi, j'encourage tous les gens à faire aussi un petit test en amont de l'acquisition de la plateforme. Et puis, au-delà de la modalité de la page de la plateforme accessible sur le smartphone, il faut que le contenu soit adapté à quelque chose de visible sur un smartphone. Hein. Donc, il y a aussi une question d'adaptation du contenu par rapport aux médias utilisés. Et puis, pour répondre un petit peu plus de façon un peu plus générale, ça faisait partie des options de l'ergonomie, c'est-à-dire qu'effectivement on a vérifié que les déclarations concernant le fait que les plateformes soient responsives, et puis on a mis en avant aussi les plateformes qui avaient des applis mobiles. Voilà, c'était dans les questions autour de l'ergonomie. Donc en fait, il nous reste quelques minutes là. Est-ce que du coup, ça serait peut-être intéressant de parler du groupe utilisateur que vous essayez de monter par rapport à ce sujet-là? Je ne sais Rien. pas si Aurélia veut... Alors, je suis un petit peu embêtée parce que ce groupe utilisateur a été un peu mis en pause, on va dire, en sommeil. Donc, nous, on est très partisans de le renouveler, de faire en sorte qu'il soit actif. Mais c'est vrai que les deux personnes qui s'en occupaient ont d'autres évolutions professionnelles, on va dire, et ce qui fait que pour le moment, on a un petit peu mis en sommeil ce groupe de travail. Après, je pense que Aurélia sera d'accord avec moi pour dire qu'on est tout à fait en attente aussi de propositions. Donc, si parmi vous, vous avez envie d'animer un groupe de travail avec un club d'utilisateurs, en réanimant et en réactivant ce groupe d'utilisateurs, nous, on est convaincus que ce serait intéressant, au-delà de ce guide, de vraiment partager les retours d'expérience qu'on peut tous vivre au quotidien et de mettre en commun en fait toutes les bonnes pratiques et les retours sur les différentes solutions qui peuvent être dans le guide ou en dehors du guide.
Oui, pour compléter, Noria, ce que tu disais, sur le club utilisateur, on fait un appel à proposition. Hein. Il nous semble très intéressant, et c'est une demande forte qu'on ressent, d'avoir des retours des différents utilisateurs de plateformes. On avait fait du coup l'année dernière un petit déjeuner sur ce thème-là et qui avait très bien fonctionné puisqu'on avait eu des personnes venant de structures très diverses. Hein. On avait des grandes entreprises, des petites entreprises, des OF, et qui étaient venus en fait échanger, discuter de leurs problématiques de plateforme, de leur choix de plateforme, aussi de savoir comment on allait aussi pouvoir changer de plateforme, qu'est-ce qu'on allait faire de ces contenus, mener à bien un projet de mise en place aussi de plateforme unique. Voilà. Donc c'est un sujet qui est vaste avec plein de sous-ensembles. Évidemment, on est toujours preneur de personnes qui souhaiteraient venir nous rejoindre au FOD pour animer ce groupe et travailler sur véritablement des retours d'utilisateurs. Je voyais tout à l'heure passer un message, c'était plus une observation qu'une question, de gens qui disaient, voilà, chez mes clients, je vois beaucoup de Moodle, de plus en plus. Donc, ce qui pourrait être intéressant aussi, même soit au niveau des plateformes open source ou même propriétaires, c'était de voir effectivement comment elles se répandaient peu à peu chez vos clients ou utilisateurs respectifs, et puis qu'est-ce qu'en pensent les gens qui les utilisent. Moi, je pense que c'est plus lié au profil des clients que chacun peut avoir. Donc Jean, je ne sais pas si tu peux nous préciser le profil de tes clients, mais de notre côté, on ne voit pas forcément de croissance de Moodle par rapport à d'autres solutions. Après, peut-être plus auprès des organismes de formation éventuellement ou alors des entités qui ont beaucoup d'apprenants et qui souhaitent réduire quand on doit s'orienter vers une solution propriétaire, on sait que si on a 5000 apprenants, ça va représenter 5000 licences, donc ça va représenter derrière un budget assez conséquent, et dans ce cas-là, il peut être préférable d'aller sur une solution open source, mais ça dépend vraiment des entités, du business model, de plein d'éléments. Moi, je ne vois pas de croissance de Moodle en général côté grand groupe ou entreprise. Je ne sais pas si Thomas, tu peux donner ton point de vue. On a fait il y a toute une page sur open source versus propriétaire, et c'est un sujet qui revient beaucoup la plupart du temps. Le développement de l'open source n'est pas si bon marché que ça, en dessous d'un certain seuil d'utilisateurs. Par contre, le modèle propriétaire aujourd'hui a une facturation par utilisateur actif. Alors, c'est ce qu'entend un éditeur par utilisateur actif peut varier, mais on est quand même sur une charge variable en fonction du nombre de personnes. Et même si le prix est dégressif, sur 5000 personnes, l'addition commence à être assez salée. Et du coup, les plateformes open source qui, elles, ont des paramètres de coût qui sont beaucoup plus fixes, puisque cette notion de maintenance et l'infrastructure d'hébergement n'est pas si coûteuse que ça, deviennent intéressantes. Donc les OF qui ont un large nombre d'apprenants et peut-être des cycles de formation qui sont ponctuels, avec des pics de charge ponctuels, sont souvent des candidats. Et d'autre part, ça dépend aussi de la structuration des équipes. Quand il y a un petit peu de compétences internes sur la gestion de ce type d'outils, c'est plus simple d'arriver sur du Moodle, alors que quand il y a plus une notion de gestion de projet mais moins technique chez le client, des plateformes propriétaires vont venir avec un petit peu tout package. Donc on est vraiment sur, comme tu l'as dit, hein, la typologie du client amène souvent des choix de LMS. Et effectivement, dans le corporate, on voit, je n'ai pas vu beaucoup de Moodle, j'ai même vu pas mal de migrations de certaines solutions open source qui ont été déployées vers des plus grosses solutions qui sont peut-être plus exhaustives et qui proposent, comme je crois que c'est Talentsoft, hein, du talent management avec des solutions RH beaucoup plus complexes. Pardon. Merci pour cette réponse, ça illustre très bien effectivement qu'il y a des complémentarités. La réponse de Jean, c'était plutôt des OF en fait. Effectivement, c'est ce que moi-même j'ai constaté. Les OF qui ont une certaine taille critique, effectivement, où ça devient intéressant finalement de mettre soi-même sa propre plateforme, en fait. Effectivement, quand on est sur des petites... effectivement, on voit beaucoup dans des écoles, des grandes universités, etc., ce type de plateforme. Et effectivement, d'autres personnes dans le chat ont tout parlé de LMS,
l'usage ou à l'utilisateur quand on est sur des structures moyennes ou petites. Voilà, donc en fait, il nous reste plus que 2-3 minutes là, donc du coup, si vous voulez peut-être conclure, en fait, voilà, peut-être un petit mot de la fin. Où vont les plateformes quelque part, finalement. Puis après, je vous invite en fait les auditeurs à répondre à notre enquête de satisfaction qui va s'afficher là très prochainement. Mais le petit mot de la fin, ce serait les prochaines pistes. Les prochaines pistes, après, chaque année, on est en veille, donc à la fois au niveau international et puis en France, parce qu'on voit aussi des usages ou des tendances qui peuvent varier en fonction des pays. Donc ça, c'est une piste. On avait parlé d'ailleurs avec Aurélia une fois de créer un groupe de veille un peu plus large que français, franco-français, mais de même s'associer à des partenaires en Europe ou aux États-Unis et au Canada et en Asie. Donc ça, on aimerait bien, mais après, voilà, c'est le temps qui manque. Mais après, en tout cas, le plaisir également de constituer chaque année ce guide et d'échanger, que ce soit avec les usagers, les éditeurs et puis les membres du groupe de travail. Ça, c'est toujours de chouettes moments. Et après, comme le disait Aurélia, si vous souhaitez vous-même intervenir et animer cette communauté d'utilisateurs, ce serait vraiment très, très chouette. Ouais, on serait content que ce groupe et cette communauté soient de nouveau réelle et active. Merci Doria. Pas grand-chose à ajouter. Hein. C'est toujours, je pense que c'est toujours intéressant de voir les évolutions d'une année sur l'autre des plateformes. Je pense qu'il y a plein de choses encore à faire. C'est un marché qui évolue beaucoup, qui est en croissance. On voit, et d'ailleurs on voit même dans les questions aujourd'hui, hein, une évolution vers les LRS, vers la FEST, vers quelque chose de beaucoup plus intégré. On va passer, à mon avis, hein, d'une formation qui est aujourd'hui encore un petit peu pour la personne qui est formée, une opération qui est parfois un petit peu rébarbative et qui prend du temps, à quelque chose de plus interactif, de plus intégré, on s'en rend beaucoup moins compte parce qu'on se forme un petit peu dans différentes situations et c'est assez intéressant de voir ça, donc voir un petit peu où va se diriger le marché et comment on va utiliser les nouvelles technologies, notamment l'IA, vraiment pour améliorer la pédagogie. Et donc ouais, on a hâte de travailler sur la nouvelle version de guide et de voir l'évolution, sachant qu'en plus, maintenant qu'on a des process de plus en plus, je dirais, on peut encore plus gagner en recherche et en veille et en recherche sur ces nouvelles technologies et étudier encore plus près ce qui se fait dans ces innovations. Bien. Du coup, je viens de voir passer 3 propositions de contribution, là, Justine, Eric, Patrick. Donc, on vous propose de contacter soit Noria, soit en fait Aurélia, soit Thomas, en fait, à l'issue de cette webconférence. Et puis, vous serez les bienvenus pour participer, contribuer à la prochaine édition, ou même à la réveil à nouveau d'un groupe utilisateur. Voilà. Les bonnes volontés sont intéressantes pour le FOD. Isabelle, un dernier mot, et puis après on vous salue. Très peu de choses à ajouter par rapport à Aurélia et Thomas, à Noria pardon et Thomas. Effectivement, on voit là de plus en plus des plateformes, de nouvelles plateformes qui vont encore nous rejoindre, je pense, l'année prochaine avec des degrés de maturité et d'options qui seront encore améliorés. Voilà. Et puis, je suis assez curieuse aussi de voir et peut-être d'enquêter un peu plus sur les usages un peu plus pointus autour de la mise en œuvre effective de la FEST ou de l'IA pour voir effectivement dans des pratiques concrètes comment ça fonctionne et les limites aussi de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas toujours faire non plus. Voilà, mais merci aux nouveaux contributeurs, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec des personnes de confréries professionnelles plus ou moins éloignées. Ça crée une vraie mixité, une vraie richesse dans les échanges. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Isabelle. On vous remercie tous pour votre participation. Donc on vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le lien pour évaluer cette webconférence et que donc un replay sera disponible sur le site du FOD.
Voilà, donc vous pouvez retrouver l'agenda des prochaines webconférences. Et n'hésitez pas à nous proposer des thèmes si vous souhaitez voir afficher des sujets qui n'ont pas encore été traités ou qui mériteraient d'être traités à nouveau. Voilà, belle fin.